Bonjour Benoît Grégoire. Bonjour. Alors je suis content de te rencontrer aujourd'hui. La première chose que je voudrais discuter avec toi, c'est de ta conférence. C'est bien intéressant que tu as donné mercredi au début de Kung-Fu. Une conférence sur les bases de données. Est-ce que tu peux me faire d'abord un petit résumé de la conférence? Oui, bien, la raison pourquoi j'ai décidé de faire cette conférence-là, c'est qu'il y a ce nouveau phénomène très mal appelé NoSQL présentement. Et bon, je ne voulais pas avoir à gérer pour les 10 prochaines années de ma carrière une autre espèce de guerre religieuse comme il y a eu entre MySQL et Postgres. À tout le moins, MySQL et Postgres, c'est deux entités éminemment comparables. Le mouvement NoSQL, bon, il aurait fallu voir la conférence pour aller plus loin, mais ça s'intéresse à un certain nombre de classes des bases de données qui ne sont pas du tout l'ensemble de tout ce qui est non relationnel. Et même les relationnels et NoSQL ne répondent pas à l'ensemble des besoins qu'on peut avoir sur le web. Donc, le but, c'était d'essayer de donner un minimum de cadre conceptuel pour que les gens puissent choisir une base de données en fonction de leurs besoins et non en fonction d'un hype ou d'un effet de mode. Il n'y a pas une seule solution qui répond à tous les besoins. Il n'y a pas, du moins pas encore, un produit qui combine tous les types de bases de données possibles. Donc, le but de cette conférence-là, il y a eu plusieurs autres conférences durant Kung-Fu sur le sujet de NoSQL en général, c'était de donner un cadre général pour que les gens comprennent de quoi on parle, quelles sont les différences entre ces différents types de bases de données-là dans leurs caractéristiques de performance, dans leurs possibilités, dans leur façon de stocker les données. C'est ça, puis alors là, il y en a 4 sur l'abstract qui est sur le site web de Kung-Fu. Mais en fait, il y en a plus que ça. Tu as fait une petite recherche. Puis... Oui, mais je m'étais donné comme mandat de recenser toutes les bases de données en logiciel libre qui étaient des projets encore actifs. Pour chacun des différents types, finalement, ma liste finale, après les coupures de celles qui ne répondaient pas à ces critères-là, particulièrement les critères d'activité, il y en avait 44. Wow. Donc, ma conférence n'a certainement pas été un atelier pratique donc là, on sur parle de 44 chaque... produits là, libres. 44 produits de base de données libres répartis dans les 8 catégories. OK. Et alors, les catégories qui sont? Évidemment, il y a les bases de données relationnelles. Il y a les systèmes clés-valeurs, qui est une des catégories qu'on associe au NoSQL. Les Extensible Record Store, qui est un nouveau terme que je n'ai pas inventé, mais qui n'est pas encore très utilisé, mais qui, je crois, va être le terme qui va être retenu pour les bases de données modelées sur la base Bigtable de Google. OK. Il y a également les bases de données orientées documents. Un exemple, c'est CouchDB, par exemple. Il y a les bases de données objets et non les bases de données relationnelles orientées objets. Une base de données objet, c'est une base de données dont le principal but est de sérialiser nativement les objets d'un langage de programmation. Généralement, il n'y a même pas de langage de requête. Il existe également des bases de données hiérarchiques, dont un sous-ensemble, c'est les bases de données XML. Il existe des bases de données graph, qui représentent des nuages de nœuds, dont un sous-ensemble important, c'est toutes les bases de données sémantiques qui stockent des triplets RDF pour le Web 3.0, si on peut l'appeler ainsi. Et finalement, il y a les bases de données orientées colonnes, qui sont vues de l'extérieur des bases de données relationnelles, mais dont le stockage d'informations est très différent pour permettre d'effectuer rapidement des opérations de data mining, contrairement à des transactions. Donc j'imagine que ces bases de données ne sont pas nécessairement en concurrence, elles sont en complémentarité dépendamment des applications? Généralement, elles sont en complémentarité. Certains produits entrent dans deux catégories. Mais généralement, c'est beaucoup plus des solutions complémentaires. Il existe également une 9e catégorie qui est les bases de données orientées valeurs, mais il n'y a pas de produits libres que j'ai pu trouver dans cette catégorie-là. Et qu'est-ce que tu penses, alors toi qui es un petit peu, je ne sais pas si on peut tu n'es pas vraiment un spécialiste des bases de données comme tel, mais tu as... Oui? Quand même, j'en ai fait énormément toute ma carrière. Tu ne fais pas que ça. Non, je ne fais pas que ça. C'est ça, donc oui, tu es un spécialiste des bases de données comme beaucoup de gens qui travaillent avec des bases de données. J'imagine que sur le web, c'est quand même un composant majeur de l'infrastructure, mais tu ne fais pas que ça dans la vie, t'es pas un DBA, quoi. Non, pas du tout. D'accord. Alors, quelle est, d'après toi, et après avoir fait ce travail et cette présentation, quelle est la culture des programmeurs web en général à ce chapitre-là? Voilà. Le principal problème, c'est que la culture des programmeurs web, des bases de données en général, est pratiquement nulle. C'est-à-dire qu'ils considèrent les bases de données comme une boîte noire invisible qui sert à stocker des données. Ils savent qu'ils sont plus ou moins rapides, mais ne pourraient pas dire pourquoi, quels sont les compromis que chacun des produits qu'ils utilisent font. Et les bases de données, malheureusement peut-être pour ces gens-là, ce n'est pas un composant d'un système d'information qu'on peut abstraire complètement. Le choix de base de données va changer fondamentalement les performances du système, quoi qu'on fasse
aux autres couches. C'est ça. Alors souvent, par exemple, j'imagine un programmeur va bien connaître MySQL et il va tout faire avec MySQL ou avec Postgres, pareil, parce que finalement c'est celle qu'il connaît le mieux. Donc il va essayer de bidouiller la base de données pour lui faire faire ce qu'elle veut, alors que peut-être il y aurait d'autres choix possibles. Premièrement, effectivement, les bases de données relationnelles ne sont pas du tout nécessairement la bonne solution à tous les problèmes. Et aussi, lorsqu'on dit qu'il va essayer de bidouiller MySQL, peut-être, mais je dirais que la majeure partie des programmeurs ne connaissent pas réellement bien MySQL, ne l'utilisent pas nécessairement bien. Il y a des anti-patterns dans les bases de données SQL, comme il y a des anti-patterns dans les bases de données de programmation. Dans les langages de programmation. Alors une entreprise qui veut déployer des bases de données, qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? La première chose, c'est qu'il faut qu'elle détermine c'est quoi ces données, c'est quoi la véritable nature de ces données et qu'est-ce qu'elle a besoin de faire avec. Donc, en combien de temps, est-ce que c'est grave si c'est pas instantané. Donc, la première étape, c'est vraiment de prendre un tableau blanc, de déterminer qu'est-ce que j'ai à stocker. En oubliant les langages de programmation, le système de base de données, c'est quoi les éléments sur lesquels je travaille. C'est ça. Et évidemment, les besoins d'affaires. Donc, c'est un exercice qui est souvent pas fait. Donc, c'est-à-dire les besoins de base de données sont issus du logiciel qui est construit et non des données qui sont ultimement stockées. Donc, la première étape, c'est de faire ce recensement-là. Ensuite,